Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets. Je suis Nicolas Chéron et bienvenue à votre rendez-vous quotidien de 10 heures pour la matinale. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er février. Nous avons enfin clôturé ce mois de janvier baissier et nous allons ensemble voir les grands rendez-vous de la semaine à travers cette émission. Bienvenue à tous, le son et l'image fonctionnent. Bonjour Gérald, bonjour Jean-Jacques, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Bonjour Pascal, bienvenue donc pour cette matinale. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation, ainsi que concernant les CFD. Je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, pendant cette émission, n'hésitez pas à utiliser le chat et la rubrique questions-réponses pour pouvoir me poser des questions. Donc, nous allons ensemble voir quelles sont les dernières news, résultats d'entreprise, les dernières annonces, notamment de banquiers centraux. Ensemble, nous regarderons le calendrier économique de cette semaine un peu plus en détail. Par la suite, après l'émission La Matinale, je vous publierai les grands rendez-vous de la semaine par écrit que vous puissiez les retrouver. Nous passerons comme d'habitude en revue les principaux actifs et je répondrai à vos questions. Concernant l'actualité, le mois de janvier a enfin clôturé. C'était un mois de janvier baissier, plus de 20% de baisse en Chine, près de 10% de baisse pour les principaux indices européens. Le DAX, l'Eurostoxx sont à moins 8%. Le CAC 40 arrive quant à lui à terminer le mois en baisse de un peu moins de 5% et tire son épingle du jeu et démontre une certaine surperformance. Les PMI manufacturiers sont ressortis cette nuit, sont ressortis mitigés, on en reparlera dans quelques instants. Les négociations se poursuivent entre Europe et Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne veut en effet mettre en place un vote au sujet du Brexit, donc la potentielle sortie de la Grande-Bretagne de la zone euro. Bien évidemment, c'est un argument marketing qui a été avancé par Cameron. De là à ce que l'Angleterre sorte de la zone euro, ce sera un peu compliqué, je pense. Néanmoins, ce sera un des facteurs déstabilisants pendant cette année 2016 et à garder en tête. Le Baltic Dry Index est au plus bas historique. Le Baltic Dry Index, c'est un indice dont je vous ai déjà parlé. C'est l'indice du fret maritime qui montre bien que l'activité mondiale ralentit. Concernant le pétrole, le Canada souhaiterait doubler sa production. Vous avez en effet entendu parler de pays comme la Russie ou l'Arabie Saoudite qui seraient susceptibles de réduire leur production afin que les prix remontent. C'était des rumeurs déjà d'une première part, et d'autre part, pour que le Canada augmente sa production sensiblement et puisse la doubler, il faudrait déjà qu'il puisse l'augmenter substantiellement. J'en ai discuté avec un spécialiste du pétrole d'ailleurs qui viendra faire une émission avec moi le mois prochain, et le Canada n'est pas forcément en mesure de pouvoir le faire. En tous les cas, ce qui est important de considérer avec cette nouvelle, c'est que alors qu'on parle de certains pays qui seraient susceptibles d'abaisser leur production, qui ne le font pas encore, qui seraient susceptibles de le faire, n'oublions pas qu'en parallèle, d'autres pays sont susceptibles quant à eux de souhaiter augmenter leur production de pétrole afin de pallier au manque de revenus qu'a créé la chute du pétrole de 80% ces 12-18 derniers mois. Côté entreprise, ce jour, Vallourec réalise une augmentation capitale de 1 milliard d'euros. Les rumeurs allaient bon train vendredi sur une augmentation de capital de 500 millions. C'est ce qui expliquait la chute du titre de 14%. Après d'autres parapétrolières qui ont déjà réalisé des augmentations de capital, c'est à Vallourec de le faire. Normalement, l'État devrait rentrer au capital de Vallourec. Donc ça, c'est un dossier à suivre dans les séances à venir. De toute façon, étant donné la chute du pétrole de 80% pratiquement ces 12-18 derniers mois, gardez en tête que des pétrolières et parapétrolières sont sous pression, que tant que les cours ne remontent pas, ces sociétés seront en difficulté.
Alors, pour certaines d'entre elles, ce sera peut-être le moyen de faire des plans d'assainissement, des plans de réduction d'effectifs, et puis peut-être par la suite, quand le pétrole repartira de plus belle, si tant est qu'ils doivent le faire, ces sociétés devraient retrouver des couleurs. En tous les cas, encore une fois, il faut être très sélectif sur ces dossiers, et faites attention car, eh bien, quand on a ce type de nouvelles, ça vient appuyer sur le titre à la baisse. Les parapétrolières reprenaient un petit peu d'ascension la semaine dernière grâce à la hausse du pétrole, mais ce type de nouvelles peut changer la donne. Concernant les résultats d'entreprise, Google publiera ses résultats ce soir. C'est très attendu car Google pourrait devenir la première capitalisation mondiale devant Facebook. Il y a quelques années, Facebook était passé devant et alors que Facebook a fait un très beau parcours, Google a retrouvé des couleurs et a rattrapé son retard ces derniers mois, ces derniers trimestres. Si Google devait, comme certaines entreprises l'ont fait, monter de 10% après ses résultats, s'ils sont bons, elle deviendrait donc la première capitalisation mondiale. Sartorius Stedim a publié des résultats, annoncé une hausse de 12 à 16% de son chiffre d'affaires à venir. Sartorius Stedim, c'était la success story de 2015, c'était la plus forte hausse du SBF 120 et de nouveau le titre nous montre la solidité de l'entreprise aujourd'hui et affiche une forte hausse. Et puis ce soir, après bourse, nous aurons la publication du titre Manitou. Concernant les statistiques passées, donc nous avons un nouveau plus bas de 3 ans pour le PMI manufacturier chinois. Néanmoins, cette nuit, il y a eu un PMI inférieur, un PMI supérieur. Ils n'ont pas été inférieurs de beaucoup. Un chiffre qui n'a pas inquiété les marchés. Et c'est pour ça que ce matin, malgré une petite consolidation sur les indices européens, l'appétit pour le risque perdure. Ce jour, à 10h30, on aura le PMI manufacturier anglais dans 23 minutes. Attention si vous êtes en position sur le FTSE ou la livre. À 16h, nous aurons l'indice ISM manufacturier aux États-Unis. Et à 17h30, un discours de Mario Draghi. Il y a 2 discours de Mario Draghi qui sont programmés dans la semaine. Il y en a un aujourd'hui, puis il y a l'autre jeudi à 9h. Alors ça, ce sont des discours de Mario Draghi qui se font en dehors des grands rendez-vous de la Banque Centrale Européenne. Mais si parfois, à la suite de discours, il y a des phrases clés qui ressortent de ce discours et qui sont mises en avant par les médias, eh bien, cela peut avoir un impact. Et si Mario Draghi parle de quantitative easing supplémentaire, c'est quelque chose qui peut soutenir les indices et qui peut faire baisser la paire euro-dollar. Je vais maintenant passer sur la plateforme CMC Market. Vous pouvez voir ici à droite le CAC 40, qui a clôturé vendredi en dehors de son canal baissier et qui donnait potentiellement un signal de hausse supplémentaire. Souvenez-vous, le CAC 40, on en a parlé la semaine dernière, on disait qu'il était dans un canal baissier, qu'il était bloqué sous 4400, mais que tant que l'oblique de soutien qui passerait par les plus bas tenait, il y avait la possibilité de casser 4400, peut-être d'aller un peu plus haut. Pour le moment, on est en train de faire un repli sur la zone de soutien vers l'oblique qui se trouve à 4360-70 et puis à 4390-4400, on a le niveau horizontal et l'ancienne borne haute du canal cassé. Si on arrive à tenir cette zone-là, à prendre appui dessus, on pourrait aller faire de nouveaux plus hauts cette semaine et aller chercher la fameuse zone pivot clé des moyens termes à 4470 points. Si au contraire, à cause des statistiques américaines de cet après-midi, les indices enfoncent un peu plus, on pourrait revenir donc sur la zone des 4360-70 points, la zone de clôture précédente et aussi l'oblique haussière. Alors les obliques haussières, vous pouvez les mettre quand vous mettez des graphiques en données 4 heures et vous voyez que depuis 10 jours, le CAC 40 est dans une tendance haussière. Donc là, il a donné un signal potentiel vendredi, il est en train de revenir vers la zone de soutien. L'oblique, vous pouvez la faire passer par tous les plus bas. Et en gros, cette semaine, en ce début de semaine, tant que le CAC sera au-dessus de la zone des 4360-70 en cours de clôture, le biais pourra être maintenu à la hausse en direction des 4470. Donc vous avez 4360-70 support, 4470 résistance clé.
Avant d'aller plus loin et de parler d'autres indices, je vais vous parler des grands rendez-vous de la semaine. Donc on a vu que ce matin, il y avait le PMI manufacturier en Angleterre, puis à 14h30, vous aurez quand même l'indice de consommation à 14h30 aux États-Unis à suivre en première statistique américaine. En deuxième statistique et plus importante, vous aurez l'ISM manufacturier donc à 16h. Demain, tôt dans la nuit, vous aurez les taux de la RBA, donc faire attention pour tous ceux qui sont en position sur l'AUD. Mardi à 10h30, il y aura l'indice PMI de la construction en Angleterre qui devrait de nouveau faire bouger la livre. Et puis, mardi soir, on aura les chiffres du chômage en Nouvelle-Zélande qui sont attendus en hausse pour le 5e mois consécutif. Donc ça fera bouger le NZD. Ensuite, le 3 février, donc mercredi, il y aura les... Donc j'ai bien dit mercredi 3 février, on commence par les chiffres en Australie. À 1h30 du matin, vous aurez les chiffres de la construction. À 10h30 pour le troisième jour d'affilée, vous aurez donc un PMI en Angleterre, cette fois-ci des services. Et puis mercredi après-midi, à 14h30, vous aurez l'ADP, donc l'ADP, les chiffres du chômage hebdomadaire qui nous donneront une première indication sur les chiffres mensuels. Jeudi 4, vous ferez attention parce qu'il y a un rendez-vous avec potentiellement Draghi à 9h. Jeudi, ce sera une journée très importante pour la livre, avec à 13h la publication des taux directeurs et le rapport de l'inflation de la BOE. Et puis attention, à 13h45, vous aurez le directeur de la BOE, Carnet, qui parlera. À jeudi 16h30, comme toutes les semaines, il y aura les stocks de gaz. S'ils tombent en baisse, voire inférieurs aux attentes, ça pourrait faire continuer de monter les cours et inversement, on verra cela. Et puis vendredi, c'est la journée d'importance. Ce sera la première fin de semaine du mois de février, la première semaine du mois de février. On aura les ventes au détail en Australie, donc l'Australie qui s'était bien défendue ces derniers temps en termes de statistiques avec l'AUD qui avait repris du poil de la bête. Donc vous voyez que cette semaine on attend sa banque centrale plus des statistiques, ça devrait le faire bouger également. Et à 14h30 bien évidemment les NFP, nous sommes la première semaine du mois de février, donc vendredi, le premier vendredi du mois, nous avons les NFP, Non-Farm Payroll, c'est le chômage mensuel américain. Le taux de chômage est attendu stable, les créations d'emplois sont attendus autour de 190 000 créations d'emplois, soit autour de la moyenne des 4 dernières années. Donc voilà, nous avons des statistiques anglaises, nous avons des statistiques américaines, nous avons des statistiques australiennes, nous avons un peu de Nouvelle-Zélande. Nous avons des discours de banquiers centraux. Cela devrait être une semaine relativement intéressante, volatile et avec des décalages sur de nombreux actifs. Concernant le descriptif du calendrier que je viens de vous faire, je publierai juste après la matinale le détail des statistiques attendues sur le site de CMC Market. D'ailleurs, donc sur le site de CMC Market, je vous rappelle que dans la rubrique Actualité et Analyse, vous pouvez retrouver les matinales enregistrées ainsi que mes dernières analyses. Vous pouvez relire CAC et DAX à la croisée des chemins et WTI puissant rebond mais tendance baissière. Enfin, n'hésitez pas à regarder régulièrement dans la rubrique formation du site CMC. Aujourd'hui, donc, on a la matinale. Demain soir, vous avez un webinaire débutant pour l'analyse technique. Et mercredi soir, je ferai un webinaire spécial sur l'analyse technique, sur les configurations techniques avec Tradosor, qui est un de nos partenaires depuis des années. Ce sera un webinaire dans lequel je présenterai, et lui aussi donc présentera ses configurations techniques préférées. On parlera de chandelier japonais, on parlera de configuration chartiste et on parlera surtout de celles dont il faut se méfier et également des plus explosives. Voilà, parenthèse fermée, je reviens donc aux indices. Je vous montre d'abord le SP500. Le SP500 pour vous faire comprendre, qu'un signal a été haussier a été donné en fin de semaine passée. Le SP500 a clôturé à plus de 50 vendredi et est sorti par le haut de sa zone de consolidation
à l'intérieur d'un triangle. Le SP500 donc donne ici un espoir aux acheteurs. Néanmoins, comme vous pouvez le constater, nous sommes lundi. Généralement, lundi, on consolide. Il est légitime que le SP500 consolide la hausse de vendredi dernier. Est-ce que le SP500 s'arrêtera à un retracement léger avant de reprendre sa course, ou est-ce qu'au contraire, nous allons avoir un retracement un peu plus complexe et donc un peu plus profond? Cela dépendra des statistiques américaines, je pense, à venir cet après-midi. Je vous ai montré le SP500 qui est fort, qui est haussier. Je vous ai montré le CAC qui, dans une moindre mesure, suit son homologue américain et tient bien. Si le SP500 devait faire un repli un peu plus conséquent, le CAC pourrait revenir sur la zone des 4330 points. C'était un pivot d'importance la semaine dernière. Ce serait un peu profond, mais en tous les cas, tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix-là, 4330, 4350, eh bien, je considère que le marché reste principalement haussier. Concernant le DAX est un petit peu plus particulier. Donc le DAX est un petit peu particulier et on pouvait déjà le voir la semaine dernière. Il n'a pas fait de nouveau plus haut vendredi. Il est relativement faible et il sous-performe. Donc vous pouvez voir que comme sur le 440, j'ai tracé une oblique haussière qui suit tous les plus bas. On vient de la toucher et potentiellement on pourrait prendre appui dessus. Néanmoins, vous notez bien à quel point le DAX sous-performe. Donc si on devait avoir en début de semaine un repli un peu plus profond, chose que je vous ai montré possible sur le SP et le CAC, le DAX, quant à lui, pourrait revenir vers la zone des 9600 points, car étant donné qu'il sous-performe, si les autres consolident, lui, il pourrait baisser un peu plus nettement. Donc support numéro 1, 9720, c'est la zone actuelle. Support numéro 2, la zone des 9600 points. Sur le 440, on a dit donc zone de soutien numéro 1, 4390, zone de soutien numéro 2, 4360. Et tant qu'on est au-dessus de 4330, cela reste pour le moment un mouvement haussier dans lequel on s'inscrit depuis 10 jours. Donc voilà, on a fini bien la semaine dernière, c'était une semaine de rebond technique. On commence la semaine en consolidant cette semaine, ce qui n'a rien d'illégitime. Et dépendamment de la profondeur du repli que nous allons faire, cela montrera la présence ou non des acheteurs sur ce marché. Voilà pour les indices. Concernant les actions, on va faire rapide, mais je vais vous parler des plus fortes hausses et des plus fortes baisses et des raisons de ces mouvements. Donc on a Sartorius Stedim qui a publié donc des bons résultats et qui inscrit un nouveau plus haut annuel ainsi qu'un nouveau plus haut historique. Sartorius, donc, qui était l'action la plus en hausse en 2015, commence 2016 sur les chapeaux de roue. Air France KLM continue d'être recherchée. Depuis le début de l'année, les compagnies aériennes sont relativement recherchées et Air France l'est particulièrement. Elle a été relevée par de nombreux cabinets et le titre s'inscrit désormais dans un range dont il faudra suivre la sortie. Selectis, c'est une des valeurs biotechnologiques dont on a parlé récemment et qui se trouve en zone basse. Voyons si les acheteurs arrivent à défendre cette zone afin de la faire redémarrer. Numericable, c'est un titre intéressant sur lequel je suis tombé hier, car comme de nombreux titres du 440, cela fait des mois que le titre Numericable consolide. Or, on est peut-être en train de s'extraire d'une consolidation baissière par le haut. Cela reste à confirmer, mais si tel devait être le cas sur Numericable et beaucoup d'autres titres qui étaient en consolidation baissière depuis des mois, eh bien cela augurerait d'une nouvelle vague haussière potentielle sur les indices boursiers. Ce n'est pas encore le cas, mais je garde ce potentiel en tête. À la baisse, Alcatel pâtit de mauvais résultats de Nokia, elle baisse de 11%. Il y a aussi une histoire de procès avec Samsung. Vivendi ne baisse pas tant que cela, c'est un détachement de dividendes. CGG est sous pression suite à l'augmentation de capital de Valorec, mais le titre tient ses plus bas historiques. Total Gabon est également sous pression étant donné que le pétrole baisse. Voilà, donc on a toujours cette logique des biotech et de l'énergie qui sont très volatiles. Concernant les matières premières, maintenant, le pétrole a fortement rebondi ces 10 derniers jours, un peu comme les indices. Il est repassé de 27 $ à 34 $. Il a touché un point haut jeudi dernier. Il
il a touché un point haut jeudi dernier, car il y avait des rumeurs selon lesquelles la Russie et l'Arabie Saoudite pourraient être en train de discuter sur un abaissement de leur production. Pour l'instant, les rumeurs ont été balayées. Néanmoins, vous constaterez que le repli des cours n'est que relativement faible. Pour l'instant, le pétrole me semble soutenu, toujours dans une dynamique haussière depuis 10 jours, tout comme le sont les indices. À très court terme, en fait, le WTI est en train de s'inscrire dans un petit triangle. Alors vous voyez, il faut considérer la zone ici des 31, 31,50 comme une zone de soutien sous laquelle la baisse pourrait reprendre. À court terme, donc, on note une consolidation en triangle. Vous voyez que les cours font des plus hauts de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus hauts. Donc on est ici en train de s'écraser dans un petit triangle. Afin d'éviter de se faire piéger, si vous voulez, plutôt que de mettre à profit ce triangle, j'aurais tendance à attendre une sortie de la zone 31-34 $. Si on casse les 34 $, c'est qu'il y a de l'appétit pour le risque, c'est que des abaissements de production pourraient être faits, c'est que le dollar consolide et donc on pourrait avoir une vague haussière au-dessus des 34 en direction des 37 $. Néanmoins, comme je l'ai écrit en fin de semaine passée, tant qu'on est sous 34 $, on reste sous pression. On reste sous pression, on pourrait revenir vers les 31, 31,50 et si on casse cette zone-là, on accélère à la baisse. Donc, peut-être vaudrait-il mieux attendre soit une cassure nette des 34 en cours de clôture, soit une cassure nette des 31 afin d'anticiper donc la suite possible, soit une reprise de la tendance baissière, soit une continuation du rebond technique. En tous les cas, il est clair que si le pétrole arrivait à tenir cette zone de prix et redémarrer, ça soutiendrait le secteur énergétique qui soutiendrait les indices dans la poursuite d'un rebond haussier éventuel. Alors, je vous ai parlé d'un rebond haussier éventuel du SP500, d'un rebond haussier éventuel de certaines actions du CAC ainsi que du pétrole. Tout ça, c'est possible. Néanmoins, il faut garder en tête qu'on est toujours sous la zone des 4470 sur le CAC 40 et qu'on est encore dans des zones de risque baissier. Donc, ne soyons pas hâtifs. On a une tendance baissière de fond, que ce soit sur les indices ou le pétrole. On a eu un rebond technique qui s'est mis en place. Si ce dernier arrive à tenir le choc et à redémarrer, ce sera bien, mais gardons en tête qu'à tout moment, des velléités baissières pourraient intervenir. Concernant le gaz naturel, il a gapé à la baisse ce jour. Il était pourtant donc bien monté vendredi et il avait potentiellement cassé son oblique. Il a gapé dessous, donc il a invalidé son signal haussier. Il reste toujours orienté à la hausse et haussier par rapport au cours de la semaine dernière que j'avais indiqué comme zone de support. J'attends de voir d'ici à demain comment les cours vont réagir. Concernant l'avoine, pour finir, l'avoine est très corrélée avec le blé. Le blé n'est pas loin de sa zone de soutien de moyen terme. Je surveille ici l'avoine qui est dans un canal baissier et dont les cours pourraient tenter de s'extraire à la hausse. L'avoine n'est pas un produit que je regarde particulièrement, mais ce matin, je suis tombé sur ce support de court terme qui tient bon, qui en plus correspond au plus bas de août dernier. Donc s'il y avait sorti à la hausse de cette tendance baissière, il pourrait y avoir rebond technique et reprise haussière, tout comme on l'avait vu en août dernier. On a parlé des indices, de quelques actions, des matières premières. Je vais regarder quand même l'or pour finir dans les matières premières. Donc la semaine dernière, on avait parlé des MM100 et MM250. La MM100 fait soutien, la MM250 fait résistance, la 240, excusez-moi. Donc les cours sont revenus tester les 1110 à proximité de la MM100 et les acheteurs tiennent le marché. On est toujours ici dans un rebond technique de court terme dans une tendance baissière de moyen terme. Il fallait déceler des bornes, donc je vous les ai décelées la semaine dernière, c'est ces moyennes mobiles-là. Tant que l'or sera haussier, donc il est susceptible d'aller rejoindre la zone des 11 140, la zone de sa moyenne mobile à 240 périodes que l'on avait rejoint en octobre dernier. À la baisse, la MM100 fait support. Tant qu'elle tient, on peut rester dans un range. Si on la cassait, alors les velléités baissières reprendraient. Tout comme sur les indices, tout comme sur le pétrole, vous pouvez tracer des obliques qui passent par les plus bas pour cadrer la tendance haussière. De cette manière-là, tant que la hausse perdure, eh bien, ceux qui sont à l'achat profitent. Quant aux vendeurs, ils attendront une cassure éventuelle de l'oblique de soutien. Et puis pour finir, parlons devises.
Les devises des pétroles perdent un petit peu de terrain aujourd'hui, donc forcément quand le pétrole baisse, on a les devises très corrélées au pétrole qui bougent. Je vous ai expliqué qu'il y avait 3 devises très corrélées au pétrole. Il y avait le NOK, la couronne norvégienne, il y avait le rouble et il y avait le CAD. Donc il n'est pas étonnant ce matin de retrouver l'euro-rouble, l'USD rouble, l'euro-CAD, GBP CAD dans les paires en forte hausse. Ces paires-là montent car elles profitent de la baisse du pétrole. L'USD rouble monte quand le pétrole baisse, mais vous pouvez constater que l'USD rouble aujourd'hui monte un petit peu et reste dans une tendance baissière depuis 8 jours. De la même façon que le pétrole est dans un rebond technique, le rouble est dans une correction technique. Tant que le rouble continuera de baisser le long d'une oblique baissière, il peut continuer donc sa correction en direction de gros supports. Le prochain gros support est à 71,50. Si le pétrole baisse, l'USD rouble baissera et inversement. Concernant l'USD CAD le voici. L'USD CAD, c'est la paire qui est inversement corrélée au pétrole. Si le pétrole devait reprendre sa chute, eh bien, l'USD CAD qui vient de rejoindre un seuil psychologique et horizontal pourrait repartir à la hausse. Donc ici, l'USD CAD est sur un support horizontal et un support oblique. La zone des 1,39, 1,40, c'est une zone de soutien majeur. Si vous pensez que le pétrole va continuer de chuter, retrouver ses plus bas annuels, alors vous êtes plutôt haussier sur l'USD CAD. Inversement, si vous êtes haussier sur le pétrole et que vous voulez le jouer sur l'USD CAD, vous attendrez techniquement une rupture de la tendance haussière et donc une cassure en clôture des supports que je viens de vous montrer. Concernant l'euro-dollar, ça pourrait être une semaine intéressante avec des discours et puis avec le NFP. Pour moi, l'euro-dollar est dans un range manifeste. On a une zone de soutien à 1,08, on a une zone de résistance à 1,10. C'est donc un range relativement propre. On attendra donc une cassure d'une des deux bornes afin de jouer un mouvement potentiellement en tendance. Vous pouvez constater que autant le WTI et les indices sont dans des rebonds techniques, autant l'euro, lui, est attentiste dans un range, mais lorsqu'il sortira de cette zone-là, il devrait nous donner des signaux intéressants pour la suite. Dernière paire dont je vous parlerai ce matin, c'est l'USD-Yen. L'USD-Yen, la semaine dernière, est reparti très fortement à la hausse puisque la BOJ a décidé d'intervenir et de mettre des taux négatifs. La petite histoire sur la paire USD-Yen, si vous voulez, c'est que c'est une paire qui représente l'appétit pour le risque. Donc là, le fait que la BOJ soit intervenue et faire remonter la paire, c'est un soutien aux indices. Souvenez-vous de la moyenne mobile 250 que je vous ai montré ici en violet l'année dernière. C'est une moyenne mobile qui avait fait soutien en 2014. C'est une moyenne mobile sur laquelle on était venu s'appuyer en 2015 avant de repartir à la hausse en fin d'année. Et puis en décembre, puis en janvier, avec l'aversion au risque et la peur, on était reparti à la baisse et on avait cassé cette moyenne mobile de moyen terme. On était allé se faire peur sur 118, puis sur 116, 116 étant le support majeur de moyen terme que vous voyez. Il a été testé ici en décembre 2014 et en janvier 2015. Donc en fait, tant que l'USD-Yen reste dans un range dans lequel il est depuis un an et demi, on a des indices qui peuvent être neutres ou bien soutenus. Si on a un USD-Yen qui dans les semaines à venir devait repasser sous 118,50 et pire sous 116, alors la peur ferait de nouveau surface sur les indices boursiers. Il est donc intéressant, si vous voulez, dans les séances à venir, de voir si cette forte hausse n'était qu'un rebond technique vers la moyenne mobile précédemment cassée, auquel cas les indices repartiraient à la baisse, l'appétit pour le risque repartirait à la baisse et les cours de l'USD-Yen repartiraient vers 120. A contrario, si les statistiques de la semaine convenaient aux investisseurs et que la hausse perdurait sur les indices, l'USD-Yen devrait continuer en direction de ses plus hauts annuels. Cela étant dit, l'USD-Yen est à suivre. Nous verrons dans les séances à venir si l'USD-Yen arrive à prendre appui sur sa moyenne mobile et redémarrer à la hausse, auquel cas ce sera un soutien à l'appétit pour le risque et à la hausse des indices. A contrario, s'il repart à la baisse, eh bien, cela devra vous mettre la puce à l'oreille sur la prudence nécessaire à avoir sur les marchés avec des risques baissiers qui pourraient faire surface à tout moment. Voilà, nous avons fait le tour sur les seuils techniques à suivre sur les principaux indices.
Vous avez un sentiment du risque en ce début de semaine qui est légèrement haussier, mais étant donné qu'on est bien monté fin de semaine dernière, nous avons une consolidation légitime en ce début de séance. Nous avons vu ensemble quels sont les seuils à suivre et quelles sont les statistiques à suivre. Je vous souhaite donc un très bon appétit, une très bonne séance. Faites attention à la volatilité. Juste après cette émission, je vous publierai donc les rendez-vous de la semaine par écrit. Et puis, nous nous retrouvons demain 10h tapante pour la matinale pour faire le point sur ce qu'il se sera passé et pour voir si des signaux nous auront été donnés. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne séance et je vous retrouve donc demain à 10h pour la matinale.